écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, on est avec Mustafa Kadeli, c'est le podcast Histoire. Salut Mustafa. Bonjour. Alors on vous a quand même abreuvé pendant 5 ans de podcast Histoire, c'est la 6e année je crois. Et on a traversé les périodes ensemble avec des experts, avec des passionnés qu'on remercie à chaque fois et qu'on insiste à chaque fois qu'on peut le faire sur la qualité de leur investissement et l'intensité de leur passion quand il s'agit de raconter notre histoire. Et de temps en temps, on a envie de s'arrêter pour zoomer sur des moments qui sont importants, de creuser un petit peu des choses sur lesquelles on est déjà passé de façon superficielle. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on se plonge avec Mustafa sur ce qui s'est passé en cet été 1907. Cette fameuse nuit d'ailleurs, on est en juillet je crois Mustafa 31 juillet, 1er août. Voilà, la nuit 31 juillet au 1er août 1907. Des événements dramatiques de cette nuit au cours de laquelle la ville de Casablanca a été bombardée par la France. Et occupée par la France. Alors, on est bien avant le protectorat qui arrive en 1912. On est dans cette tension-là où le Maroc perd des morceaux de sa souveraineté. La perte de souveraineté marocaine n'a pas été actée un matin de 1912, mais elle s'est faite par morceaux. Absolument. Et c'est dans le cadre de ce morcellement, on perd les ports, on perd la main sur la fiscalité, on perd un peu la main sur la police des ports, etc. Et Casablanca va être centrale là-dedans. Absolument. Parce que si j'ai bien compris, je te pose vraiment le micro-contexte et tu l'élargis, Casablanca n'est pas une petite ville, contrairement à ce qu'on dit. Casablanca, c'est 30 000 personnes, c'est une vitalité économique, c'est une population un peu internationale, c'est le port par lequel tous les produits de la Chaouia peuvent s'exporter, c'est une ville en expansion, et c'est une ville qui est également convoitée, et c'est une ville qui va être bombardée. Dis-nous pourquoi. C'est une ville qui a connu une longue histoire. Il s'appelait Anfa avant d'être Casablanca, comme on la surnomme. Et puis ça date de l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdallah. C'est lui qui la remet au goût du jour dans sa politique d'ouverture sur la côte atlantique. Oui. Souera, Jdida et Casablanca. Et d'ailleurs, il amène le noyau de la ville, il amène la population de Haha, de la région de Souera, justement, pour la peupler et lui donner une nouvelle dynamique. Après, paraît-il, il a été victime d'un tremblement de terre, ou peut-être il a été détruite auparavant. Il y a plusieurs versions entre Anfa et Casablanca. Et justement, au début du siècle, il est devenu une ville qui commence à prendre sa place avec tout le trafic maritime qui passe par l'Atlantique. Casablanca commence à émerger, mais elle est encore une petite ville par rapport à Souera ou à Sla, qui étaient des villes côtières également, mais qui étaient déjà en place bien avant. Alors, je pense que l'histoire peut-être démarre avec Algésiras, parce que c'est là, justement. Le traité d'Algésiras. 1905, 1906, fin janvier 1906. Et la visite du Kaiser allemand à Tanger, c'est lui qui pousse 1905, un petit peu... en mars 1905, qui pousse un petit peu le Maroc à essayer de défendre ses intérêts, etc. D'où cette conférence internationale sur le Maroc à Algésiras. Et finalement, on revient en quelque sorte bredouille parce qu'on cède des éléments de la souveraineté, notamment cette histoire de douane. Or, la douane, c'est une source fiscale très importante pour l'État. On les cède à la France et à l'Espagne. Et donc, une sorte de police française, pas que Casablanca, je veux dire à Tanja, à Sfi, Souera, je veux dire, tous les ports sont outillés un petit peu d'un contrôle franco-espagnol suite à ce traité d'Algésiras que, bien sûr, l'élite... On a consacré un podcast. Hein. Oui, l'élite de l'époque n'avait pas accepté, mais que le sultan Moulay Abdelaziz était un petit peu pieds et mains liés, avait accepté pour des raisons de dette, de beaucoup de problèmes avec les pays européens. Et les Français commencent à s'installer petit à petit, y compris une opération d'extension du port. Donc on commence à faire des travaux, on amène port de Casablanca, on amène une locomotive sur rail pour amener de la pierre, etc., pour élargir ou agrandir le port de Casablanca. Et c'est là qu'il y a un incident, assassinat de ces ouvriers qui y travaillaient, qui étaient français et espagnols. Alors parler, ce qu'ils appellent les indigènes, c'est les Marocains. Pourquoi ils sont assassinés? Parce que je n'ai pas trouvé vraiment d'explication. On a énormément de versions. En tout cas, on cherchait l'incident.
pour justifier une intervention. Mais c'est toujours le même modèle. Hein. C'est souvent ça. Hein. C'est l'occupation de Tétouan commence avec l'assassinat de soldats espagnols. Qui voulaient faire une tour de garde à l'extérieur de Souka. On ne sait pas si c'est de la provocation, si c'est réel, si c'est un prétexte. Non, on avait déjà l'assassinat d'un médecin installé à Marrakech par les habitants, par les indigènes. Alors qu'il était installé, ça fait longtemps, il n'était pas le seul Européen, il y avait des Allemands, des Britanniques, des Espagnols, mais c'est le Français qui a été assassiné suite à cette histoire d'Algeciras. Et réaction de la France, rapidement, c'était l'occupation d'Oujda. Oui. Qui va occuper Oujda, c'est M. Lyoté, le fameux général qui était gouverneur à Oran. Il faut rappeler que les Français sont installés depuis 1830. Absolument. Mais il était à Oran, il était gouverneur militaire d'Oran, et donc du coup il occupe Oujda. Mais là, l'incident diplomatique est vite fait parce que justement les autres pays européens, notamment l'Allemagne et le Maroc bien sûr, vont protester et il se retire. Il se retire plus ou moins rapidement pour que l'histoire rebondisse à Casablanca. Alors, on a les mémoires du vice-consul ou du chargé d'affaires de la légation française à Tanger, de Saint-Hilaire, qui était aux commandes. Son chef était en congé. Et il raconte comment aussi il a pris la décision, il a dit c'est l'occasion rêvée, voilà tout ce qu'on cherchait, et est arrivé, il prend la décision sur lui-même, et donc il décide d'envoyer le Galilée, qui mouillait un peu à côté de Tanger, il était alentour, il faisait des allers-retours, pour lui demander d'aller justement s'enquérir de la situation à Casablanca, bien sûr avec l'ordre de tirer, et il arrive en face et il commence à bombarder, le temps que d'autres navires le suivent, et c'est ainsi que cette histoire a connu plusieurs épisodes, qui commence par le bombardement de nuit et puis la descente des soldats français dans la ville de Casablanca. Donc cette fameuse nuit, le navire de guerre Galilée bombarde Casablanca. Ouais. Quand on a une rue Galilée à Casablanca, c'est pas la passion de l'astronomie. C'est pas Galilée l'astronomie. Ouais. L'italien. C'est le bateau Absolument. Qui a bombardé Casa, qui a été nommé comme ça par les Français quand ils sont installés à Casa. Non, il se nommait déjà comme ça. Le Galilée, il avait un nom. Non, pas le bateau, la rue. Bien sûr, il est toujours là. Voilà. Donc ça n'a aucun sens, nous, de garder ce nom déjà. Il est toujours là, cette rue? Je crois pas, non. Je crois que c'est à Hussein. D'accord, ok. Voilà, je crois que c'est à Hussein. D'accord. En tout cas, c'est à Gauthier, les Marocains savent où elle est. Ça se trouve pas loin de Zartroni, du côté de la Mdina. Alors, la question est, pourquoi tant de violence déjà? Est-ce que c'est une simple représailles sur l'assassinat des ouvriers ou il y a une autre volonté derrière? Parce qu'on a des images, il y a des images, on voit des corps des victimes dans la rue, on voit même un cheval qui est... Bien sûr. Il y a une brutalité, on parle de plusieurs centaines ou milliers de victimes. Hein. Non, mais on avait parlé d'Oujda et le retrait. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils appelaient le droit international colonial à l'époque, le fameux Berlin, arrivé par la mer, etc. Casablanca, c'est sur la côte, c'est l'idéal pour la diplomatie française à l'époque. Ça correspond exactement à leur droit international établi à Berlin sur celui qui occupe un point maritime a le droit d'occuper le On a parlé de ce traité-là qui donne la carte de l'Afrique comme ça. Ils pouvaient très bien aussi aller côté Nador ou côté Al-Husseima. Ils ne l'ont pas fait parce que les traités antérieurs avec les Espagnols, ça revenait pour des raisons historiques, comme disent les Espagnols, ça revenait à l'Espagne. Donc venir par la côte atlantique, c'est l'idéal pour se conformer à cet ordre de l'époque. Donc on occupe la ville de Casa, mais on ne s'arrête pas à Casa, on commence à occuper les alentours. Les alentours, on a aujourd'hui des noms, de Qasbat al-Mkhzen qui autour, Qasbat Mediouna, par exemple. On pousse jusqu'à Mediouna, on pousse jusqu'à Brachid, on pousse jusqu'à Sidi Ali ibn Hamdouche sur la rive droite de Marbi' en face de Azmour. Et ça va donner des affrontements avec ce que les Français appellent les cavaliers de la Chaouia. Bien sûr, une guerre, et quelle guerre? Une guerre très dure, très difficile pour les tribus, parce que la technologie de l'époque, celle des canons à longue portée, ne laissait aucune chance à ces tribus pour défendre comme à l'accoutumée le territoire. Et du coup, cette expansion se fait d'une manière rapide, comme c'est rentré dans du beurre, parce que justement, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les soldats. Quand on voit les chiffres des pertes des deux côtés, en tout cas les suppositions, il y a très peu de soldats français morts par rapport aux tribus qui ont payé un lourd tribut, parce que justement, c'est l'artillerie qui faisait la différence. Alors justement, je vais vous lire un petit morceau d'un texte de quelqu'un qui s'appelle Réginald Rankin, qui décrit les affrontements entre les troupes françaises. C'est Lyoté avec le... Non, c'est pas Lyoté, ça. Là, c'était d'abord, c'est le général Damad. Damad, voilà.
et ce qu'ils appellent les cavaliers de la Shaouia. Alors voilà, l'action est engagée, la cavalerie a pris le contact avec l'ennemi et se retire devant des forces supérieures. Dans toute la plaine, sur les hauteurs, on voit un fourmillement de cavaliers marocains, galopant à droite et à gauche, manœuvrant, sans ordre, mais avec grande audace. L'artillerie ouvre le feu, mais sans grand effet. Que peuvent la pièce la plus parfaite et les plus habiles canonniers contre un ennemi aussi mobile que la cavalerie de la Shaouia? Si on tire sur les troupes réunies au sommet des collines, ils s'égrènent, descendent dans la plaine, et si on les poursuit à coups d'obus, ils se dispersent en véritable poussière avant qu'on ait eu le temps d'opérer le réglage. Alors, on répète la chronologie. Le 30 juillet, c'est les incidents des... C'est le bombardement de Casablanca et Non, le débarquement. c'est le 31 juillet. Oui, l'incident de... Voilà, les incidents avec les Le ouvriers. 30 juillet, c'est l'assassinat des ouvriers français par la population. Le 31, c'est le bombardement... La nuit du 31 au 1er. Voilà, c'est le bombardement du Galilée sur Casablanca. On a l'impression quand même que ça va très vite. On a l'impression que c'est pour ça que je parlais de prétexte ou de... Voilà, j'ai l'impression que ça s'enchaîne très vite. Ça mouillait à côté de Tanger, puis on ordonne à Oran d'envoyer des renforts. Donc voilà, ça venait voilà, d'Oran. voilà. Et ensuite, dans la foulée, il y a ces affrontements avec ces cavaliers de la Shaouia. Et cette armée-là qui s'installe à Casablanca, combien de temps elle va rester? Il va rester, il ne va jamais se retirer, il va pousser. Il va pousser pour, soi-disant, se donner de l'air, c'est-à-dire protéger la ville de ces cavaliers des tribus qui venaient attaquer la ville de Casablanca. Et c'est comme ça qu'il s'installe à Mdiouna, à Barchid, et ils ont poussé jusqu'au sud de Darbouazza, c'est-à-dire la limite, la rive droite de l'Umm. Et ça va durer jusqu'en 1910-11, à peu près. Entre-temps, on a eu le changement de sultan. Moulay Hafid est reconnu sultan à Marrakech le 15 août, justement, à peine 2 semaines, le 15 août à Marrakech. Et c'est comme ça qu'une nouvelle dynamique va être lancée. Et il va essayer d'envoyer ses armées sous la conduite d'un certain Qaïd Souktani qui va essayer de faire des escarmouches. Et l'échange de courrier ont fait que l'officier de l'époque a dit « Moi, je n'exécute que Paris, vous n'avez qu'à discuter avec Paris, moi, je suis pour rien. Moi, j'exécute les ordres, donc je suis là, il faut discuter avec Paris, et c'est à vous de régler le problème. » Donc, entre-temps, il continue le chemin vers Fès, et il s'installe à Fès. Mais pendant ce temps-là, l'armée coloniale grignote sur les territoires, parce qu'il pousse jusqu'à Ben Ahmed, jusqu'à Al-Gara, jusqu'à Stat, jusqu'à Guisser, pratiquement. Et là, on est entre 1908 et 1910. Ce qu'ils appellent la Shaouia, dans le sens français de l'époque, ils vont jusqu'à pratiquement le Brouge, c'est-à-dire inclure le maximum possible de territoire pour rendre la négociation difficile. Alors moi, j'ai une question. On a un contexte assez bizarre où, d'un côté, les puissances coloniales font une sorte de règle du jeu sur comment on colonise, en venant par la mer, sans se heurter aux autres puissances coloniales, etc. Donc il y a un côté un peu légaliste, voilà. Et on est devant le Maroc qui est quand même un État reconnu. Oui. Voilà, avec lequel on a négocié Algésiras. Oui. Alors au nom de quoi on se permet de l'occuper? Au début, c'est-à-dire, je sais que de toute façon, c'est des rapports de force. Et en fin de compte, tous ces traités ne valent pas grand-chose. Tant la façon dont ils sont imposés dépend plus des rapports de force que d'une logique pénale ou légale. Mais en fin de compte, malgré ça, on peut quand même se poser cette question-là. Qu'est-ce qui permet de justifier ça? Les deux termes utilisés à l'époque par le langage dit diplomatique de son époque, c'est la vengeance et la réparation. Vengeance des ouvriers. Ouais, et réparation. D'accord. Mais regardez, tu vas aller jusqu'à Guisser pour réparer les... Oui, mais bon, le prétexte est bon, on s'installe et puis on pousse et puis on essaie dans l'éventualité d'une négociation, parce que quand, en 1910-11, une délégation a été envoyée justement, elle était sur le point de négocier l'évacuation de la Shaouia, et la France continue à retenir l'idée de, bon non, on reste à Casablanca, le temps nécessaire, le temps que le Makhzen installe une sorte de police pour protéger la présence française. Parce que n'oublions pas que légalement, ils avaient la responsabilité du port et de la police du port. Oui, donc avec les Espagnols. Avec les Espagnols. Parce en fait, tu perds un morceau de souveraineté et ensuite ça diffuse comme une tache d'huile. Bien sûr, bien sûr, et les Français ont joué à l'époque. Donc tu as le droit du port, le port a des problèmes de sécurité, donc tu vas protéger le port. Est-ce que tu sais par exemple qu'au Vietnam, les Américains ne voulaient pas descendre à terre pour lutter contre les troupes communistes? Au début, c'était des actions aériennes. Et ensuite, des bases aériennes pour ravitailler les avions aériens. Ensuite, des troupes au sol étaient là pour protéger la base aérienne. Ouais. Et de là, ça se transforme en ce qu'on a vu tous dans les films, où occupation terrestre jusqu'à 500 000 soldats. Donc ça commence, c'est toujours l'impression que ça commence par
Smarcha, en fait, on a envie de dire, ensuite ça termine. En quelque sorte. Parce que là, sur la vengeance et la réparation, moi j'ai un document là sous les yeux, je l'ai envoyé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on parle de plusieurs milliers de morts sur les bombardements. Bien sûr, bombarder une ville, Intramuros, quand on voit la Médina de Casablanca aujourd'hui, je veux dire, par la mer, les dégâts sont vite faits. Hein, je veux dire, il y a les gardes, les soldats qui ont essayé de défendre la ville, mais sans succès, parce que le bateau était très loin dans la mer et il bombardait à une distance assez bonne pour être en sécurité et en même temps faire le maximum possible des dégâts. Ensuite, ils débarquent et ils font une sorte de combat de rue pour protéger, soi-disant, le consulat, les Européens, comme ils disent, et les habitants. Parce qu'il y avait des habitants européens, des représentants de commerce. Il y avait quoi, par exemple? Il n'y avait même pas une vingtaine de Français civils, qui étaient des représentants de maisons de commerce, les laines, les pots, les compagnies qui vendaient du thé, du sucre, etc. Mais ils n'étaient même pas une vingtaine. Donc, et quelques autres Européens, des Britanniques, des Allemands, etc. Donc, c'est ça le prétexte. Et en même temps, la France demande à l'Espagne d'envoyer un contingent de militaires, de soldats espagnols. On mettre la main à la pâte. Ils étaient à Casablanca. Par rapport à Algésiras, c'est-à-dire, c'est pas que nous les Français, mais les Espagnols aussi, ils sont là, et donc on envoie un contingent, et on a les traces de présence de soldats espagnols à Casablanca à ce moment-là, qui vont vite repartir une fois mission accomplie, pour légitimer justement cette histoire, parce que l'argument c'était toujours récupérer la dette. Si on prend la douane, c'est juste pour se servir à la caisse, directement, on ne va pas attendre que l'État marocain récupère l'argent pour nous payer, on va se payer nous-mêmes sur les droits de douane, et or les droits de douane sont une ressource extraordinaire, très importante pour le trésor public. Tu as parlé rapidement d'un certain Qaïd Souksani. Oui. Il venait de Marrakech avec Moulay Hafid, avec le grand mouvement de Moulay Hafid qui part vers le nord, donc vers la ville de Fès. Mais avant d'aller vers la ville de Fès, il fait un crochet par la Chaouia. Il arrive sur les rives de Marbi', exactement, si mes souvenirs sont bons. Et là, le Qaïd Souktani organise, c'est lui le Qaïd de cette armée, qui était chargé de faire les opérations militaires contre les Français présents à ce moment-là entre Brachid et Stade. Alors, est-ce que, peut-être je dis une bêtise, mais cette rue Souksani, est-ce que c'est un rapport à ce Qaïd Souktani ou c'en est un autre? Parce que la chose drôle, c'est qu'il croise la rue Galilée. Ah, c'est une... Peut-être on a un autre personnage, le Bacha Ben Boubkr, ou Boubkr, parce qu'il y avait Moulay Lamine, le khalifa du sultan, dans la ville de Casablanca, et le Pacha Boubkr ou Ben Boubkr, qui a été pris en otage dans le Galilée en attente des négociations et des discussions. Et vous savez, vous imaginez, il s'offre comme otage le temps de régler dans l'espoir d'obtenir un retrait des troupes coloniales en échange de demander aux tribus d'arrêter de cesser leurs attaques contre la ville de Casablanca. Et bien sûr, ça se termine pas comme il le souhaitait, le Pacha, puisque les Français ne bougent plus. N'ont pas cherché, ne cherchaient que le côté belliqueux, justement pour justifier l'expansion en dehors des remparts, pour protéger la ville le plus loin possible. Et donc, c'est là que commence un chapelet de garnison installé au loin, le plus loin possible de Casablanca, justement pour repousser ces... En rentrant, comme le stipule le traité, par la mer, donc par Casablanca. Ils sont dans une, dans une logique. C'est pour ça que plus tard, quand les Allemands arrivent en 1911, l'histoire du Pintar, Agadir, etc., pareil, c'était la photocopie. Pourquoi? On en avait parlé. Parce que les troupes françaises ont essayé d'intervenir à Fès en mai 1911. En même temps, les Espagnols de l'Arèche jusqu'à Qasr el-Kbir. Et c'est là que les Allemands sont arrivés à Agadir pour dire, nous, on va vers Taroudant. Et comme ça, on va diviser ce pays. Maroc, ouais. Comme on va prendre un autre bout. Comme le stipule le droit colonial européen établi à Berlin, à leur guise, selon leurs intérêts, selon la logique de leur époque, en essayant de généraliser ce droit à tout le monde. Et nous, on était là. C'est-à-dire dans un contexte où le fruit était mûr. Oui, le fruit était mûr, mais pour nos yeux, c'est l'organisation légale d'un pillage. Absolument. Voilà. Absolument. C'est le maquillage réglementaire d'une opération fondamentalement. Oui, parce que à la signature du protectorat, l'expansion se fait rapidement sur les plaines parce qu'on a tout de suite des armées qui vont dans tous les sens. Vous avez de quoi là, le Houz, on arrive à Marrakech en septembre 1912, parce que justement l'armée était déjà basée bien en avant, à Stade, et sur les rives de Marbi'. Et donc, il suffisait de traverser le Marbi' pour pousser vers le sud. Et donc, tu as une armée qui vient de Douala, qui vient de Hamna, qui était basée dans les deux espaces, et tac, il trace sur Marrakech. Et c'est comme ça que l'histoire, une nouvelle histoire de conquête militaire a commencé. Alors, deux choses. La première, c'est que le fameux panthère
allemands quittent Agadir En juillet, ça s'est passé en juillet 1911. Voilà, c'est dans un autre podcast, parce qu'en gros, l'Allemagne récupère le Cameroun, c'est bien ça. Ouais, voilà, avec Cameroun un et le Togo. Avec un cas. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est quand on parle des cavaliers de la Chaouia, alors corrige-moi si je me trompe, mais si je me rappelle bien tes propres propos, il y a pas seulement des cavaliers de la Chaouia, il y a des cavaliers qui viennent de l'arrière-pays. Du Moyen Atlas surtout. Exactement, peut-être Mohamed, ce genre, Mohamed Saïd, exactement, qui viennent essayer de repousser et qui voient qu'en plaine ça va pas le faire. Absolument. Voilà, et qui vont décaler la résistance à leur zone montagneuse. Bah oui, justement, ils vont attendre l'arrivée des troupes, puis là, on va les voir rentrer en scène. Quand l'armée coloniale arrive à Ouazzam, c'est Mohamed Zayani qui prend un peu les devants du côté de la montagne limitrophe de Ouazzam, donc il arrive jusqu'à Ouazzam pour donner un coup de main à Smaala. Et de Ouazzam, il continue vers Bjad, donc c'est un autre sens. Et là, c'est Mohamed Saïd Al-Qsiba de Aïtouira qui va prendre le relais également. Et donc, ce sont les deux Moha qui vont se trouver en face pendant très longtemps, face à cette armée qui va pousser dans les deux sens vers le Tadla pour établir la grande base de la conquête militaire à Qsbet Tadla, où il y a eu le premier petit aéroport du bombardement aérien. Nous sommes en mars 1913. Parce qu'on voit aussi, à part pour revenir à 1907 et pas 1913, on voit des photos de ballons. C'est pas des montgolfières exactement, mais c'est une sorte de ballon qui permet... Ballon Zeppelin, ils appellent ça. Oui, mais pas le Zeppelin comme un ballon de rugby. Non, le Zeppelin arrive, remplace ce ballon-là. Le Zeppelin, il est comme un rugby, quoi. Comme un ballon de rugby. Voilà, celui-là, il est plus rond et c'est des ballons de reconnaissance qui étaient envoyés au-dessus des ennemis, c'est ça? Absolument. Mais comment on voyait? Enfin, c'était des appareils photo, là, il y avait des gens dedans, là, comment ça marche? Je ne sais pas comment ça fonctionnait ce système, mais en tout cas, c'est un moyen d'espionnage, si j'ose dire, de repérage du terrain, pour essayer de voir où est l'ennemi, pour guider l'artillerie d'abord et ensuite donner l'information au sol, aux soldats qui... C'est la première utilisation de ce ballon. Hein. Absolument, de ce système de reconnaissance aérienne pour détecter le mouvement des troupes, des tribus de la Chaouia, coalisées sous la conduite d'un chef d'une confrérie religieuse qui s'appelait le Bouazaoui, fondateur de la tariqa al-Bouazaouia, l'une des dernières tariqa qui ont été fondées au Maroc à la veille de la colonisation. D'ailleurs, ce fondateur, le Bouazaoui, a été exilé à Marrakech. Il y est mort rapidement, je crois, vers 1913-1914. Je voudrais rappeler quand même que 3 généraux se sont succédés à Casablanca entre 1907 et 1912. C'est le général Damad en premier, suivi par le général Drud et le général Moignet. Et c'est après ces 3 généraux que le général Lyautey est arrivé officiellement comme président général. Alors, je vais rester sur la stratégie militaire et je vais me repayer un petit bout de M. Réginald Rankin qui va parler de ce qu'il appelle un aérostat. Ça s'appelle un aérostat, ce ballon. Alors, il dit, voilà, à la fin de janvier, Casablanca et Mediouna ont été reliés par un télégraphe de campagne. Au mois de mars, on installe une station de télégraphie sans fil à Barjid. Et plus tard, on est en 1907. Tous les postes furent mis en communication avec Casablanca par des lignes normales. Pendant les opérations de la seconde quinzaine de janvier, la colonne du littoral fut accompagnée par l'aérostat, dont l'inutilité absolue ne tarda pas à être démontrée. Contre un adversaire se maintenant sur une position, un ballon peut être employé avec profit. Mais lorsqu'on a affaire à un ennemi qui, comme les Marocains, se déplace continuellement et ne se retranche jamais, c'est un bagage encombrant et nuisible. À diverses reprises, l'aérostat planant dans les airs renseigna les Arabes sur la position de la colonne et leur permit de mettre en sécurité leurs troupeaux, leur approvisionnement, qui sans cela seraient tombés entre les mains des Français. La lourde voiture treuil était traînée par 6 chevaux. Donc en fait, c'est quelque chose qui était traîné par le sol, 6 chevaux. Son apparence massive lui valut le sobriquet de cafard de la colonne. Et après avoir causé la mort de plusieurs chevaux d'attelage, le ballon fut renvoyé à Casablanca et peu après en France. Voilà. Et après, on utilise le Zeppelin, mais rapidement également, il les met hors travail, ça collait pas. Est-ce que le chiffre de milliers de morts te semble plausible pour revenir plus que plausible. D'ailleurs, c'est très difficile de calculer l'impact des bombardements. Je veux dire, à distance comme ça, bon... C'est très difficile, mais... Parce que ma question subsidiaire par rapport à ça, c'est pour une ville de 20 000 habitants... 30 000 habitants au début, donc oui. Ouais, ma question, elle est plus générale. Comment se fait-il qu'une ville comme Casablanca, aussi peuplée, sur un événement aussi massif et aussi récent, 1907, on n'est pas au XVe siècle, ne garde pas de mémoire collective de ce drame? Bon, en tout cas, on n'en entend jamais parler. Ça, c'est toute notre relation avec notre mémoire. Ça, c'est un autre volet de... C'est pas rien, comme... Bien sûr. On doit savoir ce qui s'est passé. On était dans la position de faiblesse, on a perdu, certes,
On doit Non, savoir. au-delà de ça, je suis pas dans le jugement, hein, j'essaie de comprendre comment se fait qu'on n'ait pas qu'on connaisse pas ça en fait. Voilà. Eh ben, espérant de ta bouche aux gens qui sont concernés pour que quand même cette mémoire ne C'est vienne pas régler ses comptes, hein, c'est On a juste énormément de savoir cartes. ce qui s'est passé. Il y a énormément de photos, il y a énormément de cartes postales, il y a énormément de récits. Moi, c'est la première Il y a- fois. Je vois une photo. Alors, je voudrais conseiller vraiment, si vous tombez là-dessus, le Mémorial du Maroc. C'est une encyclopédie qui n'est plus éditée, mais qu'on peut trouver chez les bouquinistes. Absolument. C'est un peu cher parce que c'est ancien, mais enfin, ça date des années 80, mais ça vaut le coup. Et dedans, vous avez des photos de ce bombardement. Quoi. Absolument. Absolument. La presse de l'époque, la presse française, on avait publié. Hein. Je veux dire, c'est pas les traces de la mémoire qui manquent. Donc, on a effectivement de la matière, du matériel pour faire un excellent musée de la mémoire de Casablanca. Merci beaucoup, Mustafa. Merci à vous. Au Matbadouche, les podcasts Histoire sont toujours là. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.